Bonsoir à tous et puis merci d'être venus pour cette première visioconférence des OP qui j'espère va se dérouler correctement. Et donc on a décidé de vous parler aujourd'hui de l'infini, donc d'aller vers l'infini et même au-delà si on peut, et surtout l'infini d'un point de vue mathématique. Et donc de répondre à certaines questions, peut-être un peu, je ne sais pas si elles sont essentielles, mais que les gens se sont posées depuis longtemps. Est-ce que l'infini existe ? À quoi ça sert? Est-ce qu'il y a plusieurs types d'infini, etc. Et on va essayer de voir un petit peu la réponse qu'ont apporté les mathématiciens. C'était des questions un petit peu difficiles depuis le début. Alors en fait, tout a commencé quand on a commencé à compter. Alors quand on compte, à compter, c'est facile. Alors au départ, là, si je vous demande de compter le nombre de millions, ça ira assez vite. Vous voyez assez vite qu'il y en a un. Là, je vous mets, vous voyez assez vite qu'il y en a deux. Là, vous allez me dire assez vite qu'il y en a trois aussi. Là, ça se complique un petit peu, mais très très rapidement, vous me diriez qu'il y en a 5. Puis, si on va plus là, peut-être que déjà, ça vous prendra une petite fraction de seconde, le temps de voir, peut-être même que vous allez compter pour me dire qu'il y en a 9. Et d'ailleurs, dans les manières de compter, dans les langages primitifs, il n'y a pas les nombres, mais en général, il y a 1, 2, parfois 3. Il y a 1, 2, 3, et après, il y a beaucoup. Donc, il y a une notion de beaucoup qui était assez vague. Et donc, pour dépasser cette notion qui était vague, on a inventé des nombres. Et donc, ça permet que si je vous montre cette image, au lieu de dire beaucoup, vous pourriez me dire avec précision, en y mettant un petit peu de temps, parce que là, je pense que personne puisse me le dire directement combien il y en a. Donc, je vous le dis, j'ai fait le compte, il y en a 164. D'accord. Et on pourrait se dire, on peut compter, du coup, on a mis des nombres. Et les questions, on peut compter, mais alors jusqu'où? C'est les questions que se posent les enfants en général quand on leur apprend à compter, d'abord jusqu'à 10, et puis après ils dépassent, et puis ils vont si loin, ils nous demandent jusqu'où tu comptes. Et après ils se disent, mais jusqu'où on peut compter? Ça apparaît parce que sinon on peut compter, on ne s'arrêtera jamais, hein, on commence 1, 2, 3, 4, 5, et puis après si vous me donnez un nombre, je peux toujours vous donner le nombre suivant. Hein, si là j'ai vu, si je prends 123 456 789, je sais que le suivant, c'est 123 456 790. Et même si je prends un nombre très très grand, donc là j'en ai tapé un au hasard, je peux trouver le suivant. Hein, il suffit que là, il se terminait par un 3. Et donc, je l'ai fait par un 4. Et on peut continuer comme ça jusqu'à l'infini. On arrive très rapidement à dire qu'il y a une infinité de nombres. Et du coup, il y a en quelque sorte, l'infini existe. En tout cas, il y a une infinité de nombres. Il y a quelque chose qui n'est pas fini. Voilà. Et donc, en mathématiques, même en géométrie, dès la primaire, on va parler d'infini. Alors, on va parler notamment quand on parle de points et de droite. Alors qu'on prend une droite, ici, on dit que c'est un trait puis qui se continue des deux côtés. Ici, moi, je me suis arrêté parce que normalement, ça continue comme ça à l'infini. Donc, de la même manière qu'on peut compter, on peut continuer d'un côté jusqu'à l'infini. Alors, il y a l'ennemi droite, on est bloqué d'un côté, mais on peut aller aussi jusqu'à l'infini. Mais même sur un segment, en fait, on a la notion de point, qui est quelque chose qui est indivisible, donc on ne peut pas séparer. Et du coup, même un segment, on va dire qu'il a une infinité de points. Parce qu'en fait, s'il n'y avait pas une infinité de points, on prendrait 2 points consécutifs, et puis au milieu, on pourrait encore remettre un point. Et donc, on a l'infini qui arrive partout, d'accord, en mathématiques. Et du coup, on a l'infini, on a l'impression que ça existe. Et pourtant, l'infini pose des problèmes, et posait beaucoup de problèmes d'une part, parce qu'il arrivait comme ça, on arrivait à l'imaginer, mais parce que ça n'existait pas. Et donc, Aristote, définissait, il disait qu'il y avait 2 sortes d'infini. Il y avait l'infini en puissance, qui est un petit peu comme quand on compte, on peut être infini, mais on est toujours à un nombre précis, on est toujours quelque chose qui est fini. Il disait que c'était différent de la chose d'être un infini en acte. Donc en fait, que l'infini, on pouvait être infini, mais on ne pouvait jamais l'être vraiment, ça ne pouvait jamais se réaliser. Et ça, c'était confirmé parce qu'ils avaient l'idée, qui est confirmée de nos jours, que, en quelque sorte, l'univers est fini. Donc Archimède disait déjà que le nombre de grains de sable qui remplissait alors la sphère de la grandeur du cosmos, à l'époque, il voyait le cosmos comme une sphère, était inférieur à 1000 unités des nombres septièmes. Donc, si on traduisait de nos jours, ça veut dire qu'il y avait 10 puissance 51 grains de sable. Le nombre n'a pas beaucoup d'importance, même s'il n'est pas si mauvais que ça. Mais ça veut dire en tout cas qu'ils avaient notion que l'univers était fini. Et donc, ça les perturbait un petit peu, le fait qu'il y ait des choses finies et que l'univers était fini. Alors, même si dans le langage courant, on utilise souvent l'infini pour dire plutôt la multitude. Souvent, on dit qu'il y a une infinité d'étoiles,
mais en fait, il n'y en a pas une infinité. Si on regarde celle qu'on voit à l'œil nu, je parle à l'œil nu, s'il n'y a pas de lumière, rien qui gêne, on peut en voir 10 000 à peu près, et seulement 3 000 à un point donné, qu'elles sont tout autour de la Terre. Donc c'est pas mal, mais c'est pas tant que ça finalement. Alors on peut aller plus loin, il y a celles qu'on peut pas voir, on peut prendre des télescopes ou des engins, ou même envoyer des télescopes dans l'espace pour voir pour nous, mais on peut un petit peu estimer donc le nombre, si on regarde dans un système, dans une galaxie, comme notre système solaire, on estime qu'il y a environ 100 milliards, c'est énorme, on ne se rend pas bien compte de ce que ça veut dire forcément, mais en tout cas c'est un nombre fini, et même si on prend tout l'univers alors observable, eh bien, on estime qu'il y a 2000 milliards de galaxies, donc sachant que si on multiplie par le nombre d'étoiles qu'il y a par galaxie, ça nous fait 2 fois 10 puissance 23 étoiles, donc un nombre avec 23 zéros derrière, à 23 chiffres. Alors effectivement, c'est immense, mais malgré tout, c'est fini. Voilà, et donc on est quand même dans un univers fini, et du coup, l'infini gênait, on se demandait, mais est-ce que c'est vraiment utile, etc. Et alors, une autre manière de voir l'infini, ouais, donc là c'était d'aller voir vers l'infiniment grand, mais on peut aussi regarder l'infiniment petit. Donc si on regarde un homme, on peut dire qu'il est divisé en cellules, on estime qu'il y a 30 000 milliards de cellules, et puis les cellules elles-mêmes sont divisées, alors il n'y a pas que des cellules dans le corps humain, c'est pour ça que j'avais mis cette chose-là, les gens l'oublient parfois, mais c'est quelque chose dont on parle beaucoup en ce moment, c'est les bactéries, donc on a 40 milliards de bactéries, donc plus que de cellules. Et puis chacune, que ce soit les cellules ou les bactéries, on peut les diviser. Les cellules, elles contiennent des génomes qui ont des millions de paires de génomes, des milliards de paires de génomes par cellule. Et on peut même descendre au-delà de ce génome, on peut descendre jusqu'aux molécules. Et donc si vous prenez un verre d'eau classique de 12 centilitres à peu près, il y a environ 10 puissance 24 molécules dans ce verre d'eau. Donc il y en a à peu près autant que d'étoiles dans l'univers. Tout simplement, dans un petit verre d'eau, on a autant de molécules que dans l'univers. Et les molécules, on peut même les rediviser. Une molécule d'eau, elle est divisée en 3 atomes. On peut aller un peu plus loin. Et même si on prend l'infiniment petit qui est mis dans cet infiniment grand, eh bien finalement, on peut estimer le nombre d'atomes de l'univers. On estime, dans l'univers observable, bien sûr, et on estime qu'il y en a 10 puissance 80 à peu près. Donc c'est-à-dire qu'il y a un nombre avec 80 zéros. Alors évidemment, c'est relativement inimaginable, c'est pour ça qu'on utilise parfois le terme infini, mais ce n'est pas un nombre infini, c'est un nombre fini. Voilà, je peux faire un nombre plus grand, je prends 10 puissance 80 plus 1 et j'ai un nombre qui est plus grand que le nombre d'atomes dans l'univers. Et c'est donc ça, cette notion d'avoir l'univers fini, qui a fait dire au grand Albert Einstein qu'il n'y a que 2 choses qui sont infinies, l'univers et la bêtise humaine, mais qui n'était pas complètement sûr en ce qui concernait l'univers, justement, puisqu'il pensait qu'il était fini. Alors, mais malgré tout, même si on est dans un univers fini, eh bien, vu que l'infini apparaissait naturellement, on comptait jusqu'à l'infini, on considère des droites qui sont infinies, et donc du coup, les mathématiciens, ça ne les a pas gênés, l'infini. Forcément au départ, en tout cas, d'introduire le concept. Mais par contre, ce qui les a gênés, c'est que ça a amené énormément de paradoxes. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas été à l'aise, et ce pendant des siècles et des siècles, avec l'infini. Parce que dès qu'on voulait utiliser l'infini, justement, il y a des choses qui étaient soit incompréhensibles ou qui nous paraissaient contradictoires. Ce qu'on appelle donc des paradoxes, effectivement. Alors le premier d'entre eux, c'est le paradoxe d'Achille et la tortue, qui a été donné par Zénon d'Élée au 5e siècle avant Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce que disait Zénon? Il disait qu'il y avait alors Achille, qu'on va représenter ici par un lièvre en bas, et puis une tortue. Achille, il a fait, évidemment, comme dans la fable de La Fontaine, même si elle n'était pas connue à l'époque, il s'est reposé, il a laissé la tortue partir. Donc il a une tortue qui a de l'avance. D'accord? Donc disons qu'elle avait un tour de stade d'avance. Et ce que disait Zénon d'Élée, c'est que le lièvre, il va partir, il va courir, il court plus vite que la tortue. Disons qu'il court 2 fois plus vite. Mais ce que disait Zénon, c'est qu'il a beau courir plus vite que lui, il ne va jamais rattraper la tortue. Et son argumentaire était le suivant. Donc il disait que tant qu'Achille, il va falloir d'abord, pour attraper la tortue, il va d'abord falloir qu'Achille aille à l'endroit où il y avait la tortue au moment où il a démarré. Donc il va y aller, mais le temps qu'il arrive à ce point-là, eh bien la tortue, elle va avoir avancé. D'accord. Donc un deuxième point. Elle aura fait moins de distance que le lièvre, mais elle sera arrivée à un deuxième point. Alors, donc du coup,
ben, c'est pas grave, le lièvre, il va falloir qu'il reparte vers la tortue. Il va devoir aller vers le deuxième point. Mais du coup, la tortue, elle va encore avoir un petit peu avancé. Et ainsi de suite. Le lièvre va essayer d'aller à la troisième position de la tortue, mais elle sera déjà à une quatrième position. Et ainsi de suite à l'infini. Et donc, ce que disait Zénon d'Élée, c'est que du coup, il faudra une infinité d'étapes au lièvre pour rattraper la tortue. Et le fait qu'il y ait besoin d'une infinité d'étapes, donc ça sera un temps infini, donc il ne la rattrapera jamais. Alors en fait, évidemment, alors il ne faut pas prendre Zénon d'Élée pour un imbécile, il ne disait pas ça pour... il savait très bien qu'Achille rattraperait la tortue, mais ce qu'il disait qu'il fallait faire attention, ce qu'il voulait montrer, c'est qu'il fallait faire attention avec l'infini, parce que dès qu'on utilisait l'infini, eh bien, on arrivait avec des choses qui étaient, qui pouvaient paraître absurdes ou paradoxales. D'accord? Et là, justement, comme le fait que ça va pas, que Achille ne rattrapera jamais la tortue. Alors, quand même, il y avait des paradoxes, et ça, c'est ce que ne comprenait pas Zénon à l'époque. En tout cas, pas, on n'en est pas sûr. Mais il faut regarder qu'est-ce qui se passe dans cette expérience avec le lièvre et la tortue. Et regardons les différentes positions. Donc, imaginons par exemple que la tortue, elle est, disons, un stade d'avance, enfin une unité de 1 d'avance par rapport au lièvre, et que la tortue court 2 fois moins vite que le lièvre. Quand le lièvre va arriver au bout d'un stade, disons, à la première étape, à la première position de la tortue, comme elle court 2 fois moins vite, va effectuer une distance qui est de moitié celle qu'a fait le lièvre. Donc, comme le lièvre a fait une distance de 1, elle va faire une distance de 1,5. Ensuite, le lièvre va faire une distance de 1,5 et la tortue, elle va faire une distance de 1/4. Et ainsi de suite. Au coup d'après, le lièvre fera 1/4 et donc la tortue 1/8, et à chaque fois, là, il va faire moitié moins que ce qui avait été au coup précédent. Et donc, si on regarde la position de la tortue après un certain nombre de déplacements, ou celle du lièvre au déplacement d'après, on voit que c'est au début, c'est 1, première position, après 1,5, plus 1/4, plus 1/8, etc. Et au bout du t-ième déplacement, c'est ce nombre-là, 1 plus 1,5 plus 1 sur 2t, ce qui nous fait 2 moins 1 sur 2t. Donc en fait, c'est quelque chose, ça va tendre vers 0. Donc c'est quelque chose qui tend vers 2. En fait, c'est la fameuse part du pauvre. Pour ceux qui connaissent ça, c'est quand on partage, quand on a un plat, d'accord, il reste une part du plat, et puis on dit, je vais laisser la part du pauvre, mais on veut en reprendre, alors on en prend la moitié, il en reste la moitié. Et puis après, on en enlève encore la moitié de la moitié, c'est-à-dire 1/4, etc. Il va toujours rester une part du plat, mais en fait, on va épuiser le plat. Et en fait, ce que ça dit, c'est qu'une somme infinie de nombres peut parfois donner un résultat fini. D'accord? C'est la notion de limite qui va être déplacée. Alors, on n'est pas très sûr que Zénon d'Élée connaissait cette notion de limite, qui fait que ce n'est pas un paradoxe. Donc, une somme infinie de nombres peut parfois être finie, mais ça a été très utilisé en mathématiques, déjà par les Grecs, en particulier par Archimède, même si cette notion d'infini, il ne savait pas très bien ce que c'était, il l'utilisait quand même. Et notamment, Archimède l'a utilisé pour donner la formule de l'aire d'un disque, pardon. Alors ça, c'est des formules qu'on apprend en 6e. Donc, si on prend un disque, et la circonférence du disque, c'est-à-dire la longueur du tour, c'est le pi fois le diamètre. D'accord? Et on apprend ensuite dans la leçon suivante en général que la surface d'un tel disque, c'est pi fois le rayon au carré. Donc le rayon est la moitié du diamètre, pi fois le rayon au carré. Alors, on apprend ça ne nous surprend pas énormément, mais ça pourrait paraître bizarre qu'on ait le même nombre pi, qui est un nom un petit peu magique, certes, mais qui apparaît dans ces deux formules. Et en fait, ce n'est pas magique du tout et on peut le démontrer. Alors, le fait que ça apparaisse, que la circonférence soit égale à pi fois le diamètre, en fait, c'est la définition de pi. Pi a été défini comme le rapport entre la circonférence et le diamètre d'un cercle. Donc, c'est comme ça. Mais ça n'a pas été défini ensuite en fonction de l'aire du cercle. Archimède a pu prouver le calcul de l'aire d'un cercle. Mais il a dit d'un disque, pardon. Donc s'il prend un disque, il s'est dit au début je vais le couper en petites parties ici, par exemple en 6 parties, donc il prend des parties paires, un nombre pair de parties, il les coupe comme ça en parties qui sont identiques, et puis il les prend, il les replace ici, comme j'ai montré en bas, donc un peu tête bêche, certaines la tête en haut et d'autres la tête en bas, et donc vous avez les côtés à chaque fois, qui sont la taille du rayon, donc on a bien le rayon ici sur chaque côté. Et puis,
vous avez une distance en haut, enfin une courbe en haut qui est une succession d'arcs de cercle, et vous en avez une en bas. Elles ont tous les deux la même longueur, et il y en a une, bah, ça va être la moitié de la longueur de la circonférence du cercle, et l'autre aussi la moitié de la circonférence. Donc c'est la moitié de pi mètre, et comme le rayon c'est la moitié du diamètre, ça nous fait pi fois r. Donc ici on a cette courbe là en haut qui mesure pi fois r. Il dit, ben, je fais ça, je coupe en 6, mais je peux recouper ensuite en 2. Donc, je peux couper en 12. On fait la même chose. Et c'est exactement la même chose. J'ai toujours pi fois r en haut, puisque j'ai toujours la moitié de mon cercle. Mais là, on a beaucoup plus d'arcs de cercle, beaucoup moins prononcés. Et puis, j'ai toujours le... On peut faire ça avec plus en plus de fractions de cercle. Donc, à chaque fois, on en met de plus en plus. Et à chaque fois, on a toujours pi fois r, là, la longueur de la courbe en haut, qui s'aplatit de plus en plus. Vous voyez que le rayon ici, comme nos portions de disque, elles sont de moins en moins larges, eh bien, elle va devenir verticale. Et donc, si on va et qu'on pousse ça justement à la limite, on obtient un rectangle, d'accord, dont la hauteur est la hauteur du rayon, donc c'est r, et dont la largeur, c'est la longueur de la courbe qu'on avait, donc qui est pi fois r. Et donc, l'aire du cercle, c'est l'aire de ce rectangle. Et donc, l'aire d'un rectangle de côté pi fois r, c'est pi fois r au carré. Et donc, cette notion de limite, c'est quelque chose qui, même si ce n'était pas bien défini à l'époque, que les Grecs ont déjà commencé à manier. Et ils l'ont utilisé donc, pour faire des preuves ici, pour établir des relations, mais aussi notamment pour calculer, pour approximer. Alors, on a vu qu'avec Zénon d'Élée, avec le lièvre et la tortue, si on faisait 1 plus 1,5 plus 1 quart, etc., on pouvait s'approcher autant qu'on voulait du nombre 2. Et donc, ça pouvait permettre de s'approcher de 2. Mais 2, c'est un nombre qu'on connaît bien. Donc, pour calculer 2, ce n'est pas forcément très intéressant. Mais par contre, on peut s'approcher d'autres nombres, et notamment de pi. Parce que pi, c'est un nombre dont on sait qu'il n'est pas rationnel. Donc, on peut l'écrire en 30 fractions, et il va avoir une infinité de décimales après la virgule, et donc, du coup, on ne peut pas le connaître très précisément. Par contre, on peut connaître toutes ces décimales. Et pour connaître ces décimales, justement, il faut l'approximer en faisant des sommes comme ça, des sommes infinies. Et donc, ce qu'a fait Archimède, il s'est dit, justement, pour calculer pi, on peut le faire en prenant un cercle et puis en approximant le cercle par un polygone. Et donc, il va dire au début, il va prendre un carré, d'accord, et il va dire, à chaque fois que je prends un cercle, je vais prendre le carré inscrit, donc celui qui est à l'intérieur, c'est celui qui est en plein ici, qui est colorié en bleu, et puis il va prendre le carré circonscrit, donc qui est à l'extérieur, à l'intérieur duquel se trouve le cercle. Et donc ce qu'il va dire, c'est qu'il va s'apercevoir que la longueur de la circonférence du cercle, d'accord, eh bien elle est plus grande que le périmètre du carré inscrit, et elle est plus petite que celle du carré circonscrit. Et donc, ça permet de donner un encadrement de la circonférence du cercle. Mais ce qu'on peut faire avec le carré, on peut le faire avec n'importe quel polygone, c'est-à-dire que si on met un polygone à 7 côtés, effectivement, le périmètre du polygone à 7 côtés réguliers qu'on met à l'intérieur, il est plus petit que le périmètre du cercle, qui est plus petit que le périmètre du polygone à 7 côtés qu'on met à l'extérieur. Et vous voyez que plus on met de côté à notre polygone régulier, plus on s'approche du cercle. En quelque sorte, on peut voir le cercle comme un polygone régulier avec un nombre infini de côtés. Et donc ça, l'avantage, c'est que les polygones, on sait très bien calculer leur périmètre. Et donc, par exemple, si on le fait pour 4, ça nous permet de calculer que pi, c'est compris entre 2,828 et 4. Donc ça, c'est pas forcément un très bon encadrement, mais on peut se rapprocher. Si on fait n égale 6, on peut montrer que pi, c'est compris entre 3 et 3,4. Donc en fait, que ce soit un peu plus que 3, c'est des choses qu'on connaissait depuis les Égyptiens et même depuis les anciens Grecs. C'était l'approximation qu'on prenait. Et en fait, vous voyez que ça descend, mais quand même très 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 lentement. L'encadrement se resserre. Hein. Donc là, je vous ai mis la formule mathématique, pour ceux qui aiment les formules mathématiques, qui traduit ça. Et en fait, où Archimède était vraiment un génie, c'est qu'il a su faire le calcul pour n égale 96, ce qui était une sorte de tour de force à l'époque. Et donc, s'il prend un polygone à 96 côtés, eh bien, là, on peut s'approcher de pi à 2 décimales. C'est de là que vient le fameux pi égale 3,14, hein,
puisqu'il s'est compris entre 3,14,08 et 3,14,28. Alors bien sûr, pi, c'est pas 3,14, hein, c'est 3,14, 1,5, etc. Ça ne s'arrête pas. En tout cas, en montrant que pi était 3,15, ça suffit énormément de calculs, hein, notamment ceux dont avaient besoin les architectes. Ils n'avaient pas besoin d'une précision beaucoup meilleure que ça pendant des siècles. Et donc cette approximation a permis notamment le calcul des cathédrales, etc. Ça leur suffisait. Bien, donc l'infini, on se rendait compte quand même que ça servait. Là, ce qu'a fait Archimède, ça a servi plus tard, ça va se développer, notamment ce qui va commencer au XVIIIe, au XIXe siècle, tout ce qu'on va appeler le calcul infinitésimal, les intégrations, justement, pour approximer des calculs d'air, des calculs de volume, etc. Mais ça sera que bien plus tard. Et pour calculer pi, alors vous voyez qu'il fallait qu'il aille jusqu'à 96, notre ami Archimède, mais en fait, on peut aller beaucoup plus vite, il y a certaines formules qui convergent plus vite vers pi. Donc, par exemple, il y en a une qui est assez fameuse, alors qui était tellement jolie que Grégory et Leibniz, qui semble-t-il l'ont découverte de manière concomitante mais indépendante, voulaient que ça soit la leur. Et puis on s'est aperçu ensuite qu'il y avait un Indien qui l'avait prouvé quelques siècles avant, mais elle a quand même gardé le nom de ces trois noms, donc de Madhava, Grégory et Leibniz. Et donc cette forme, c'est que si on prend un, après qu'on enlève un tiers, qu'on ajoute un cinquième, qu'on enlève un septième, donc on fait à chaque fois 1 sur les nombres impairs, et puis un coup sur deux, on met un plus, un coup sur deux, on met un moins. Eh bien, on peut montrer que ça tend vers pi sur 4. Et ça peut être une manière d'approximer. Mais en fait, on peut aller beaucoup plus vite. Donc, il y a des formules assez compliquées pour calculer pi rapidement et avoir beaucoup de décimales. Il y a notamment une fameuse formule qui est due à Ramanujan, donc un mathématicien génial du début du XXe, qui permet d'avoir 8 nouvelles décimales à chaque terme. Et donc, pour ceux qui sont allés au Palais de la Découverte, ou à ceux qui étaient là lors de la première fête de la science d'Ésope, à la salle des fêtes de Riance, il y avait les décimales de pi autour des tables, donc c'était au Palais de la Découverte, mais aussi à Riance. Et ces décimales sont obtenues en utilisant justement des formules de ce type. Voilà. Alors ça, c'était, on a vu le paradoxe de Zénon d'Élée, il se résout parce qu'on sait que une somme, simplement en se disant que parfois des sommes infinies de nombres peuvent donner un résultat fini. Mais un autre paradoxe qui lui est un petit peu plus trapu, un petit peu plus complexe, et qui va perturber les mathématiciens un petit peu plus longtemps, c'est le problème du carré. Alors, si on prend un carré ici de côté 1, eh bien, son aire, surface, eh bien, c'est 1 fois 1, donc c'est 1. Alors, on peut décider de couper le carré en petits morceaux. Si on le coupe, par exemple, en quart, comme on a fait tout à l'heure, on va avoir chaque petit carré qui va faire un quart, et comme il y en a 4, on va faire un quart, plus un quart, plus un quart, plus un quart, ça va faire 1. On peut aussi décider de couper ce carré un peu de la manière dont on aurait fait justement à la part du pauvre. On coupe en une moitié, puis après il y a une moitié qu'on recoupe en deux, donc on fait un quart, puis on recoupe en deux, il y a un huitième, ensuite un 16e, etc. Donc on va avoir une infinité de parts, d'accord, mais l'aire du carré, ça va toujours être un demi, plus un quart, plus un huitième, plus un 16e, plus un 32e, etc. Et on fait cette somme infinie comme on l'a fait tout à l'heure avec Achille et la tortue, eh bien on va tomber sur 1. Donc là, le problème, c'est que si vous vous rappelez, en géométrie, on disait qu'une droite, c'était une infinité de points. D'accord ? Et de la même manière, un carré, c'est une infinité de points qui peuplent ce. Mais ces points, justement, on les définit comme étant indivisibles. Donc ça veut dire que s'ils sont indivisibles, ils sont d'aire 0. Parce que si ce n'était pas d'aire 0, on pourrait diviser cette petite aire en deux et on aurait quelque chose qui n'était pas indivisible. Et là, le problème, c'est que s'ils sont d'aire 0, mais maintenant je prends tous les points, j'ai beau faire une somme infinie, si je fais 0, 0 plus 0, ça fait 0, je rajoute 0, ça fait toujours 0. Et donc là, je vais obtenir 0. Et donc le problème, c'est que si on voit ça comme ça, j'ai mon aire de carré qui fait 0, alors qu'elle vaut aussi 1. Et on a quelque chose qui vaut à la fois 1 et 0. C'est un gros paradoxe. Et donc ça a beaucoup perturbé les mathématiciens et pendant de très 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 nombreuses années. Alors, quand ils réfléchissaient justement à l'infini, les mathématiciens, ils ont commencé à marcher avec analogie avec évidemment les nombres finis et les postulats d'Euclide. Alors les postulats d'Euclide, ils disaient deux choses, comment on peut comparer si on voulait comparer les nombres entre eux, ils disaient que des grandeurs qui coïncident sont égales entre elles.
Donc voilà, si vous avez 5 objets d'un côté, 5 de l'autre, et bien en fait, vous avez le même nombre d'objets. Et puis la deuxième chose, le dernier postulat d'Euclide, qui en fait est quelque chose qui est assez simple, hein, qui dit que le tout est plus grand que la partie. Ça veut dire que si vous avez pris une part de tarte, ben, si vous enlevez un morceau de la tarte, et bien vous avez moins de tarte. Et donc, le tout est plus grand que la partie. Et donc ça, les gens, ils avaient, avec ces deux choses-là, ils se sont dit, on va voir, ils se sont aperçus que ces deux postulats, ben, ça ne marchait pas bien avec l'infini. Et notamment, c'est... Alors, oui, pourtant, c'est des choses qui sont naturelles. Donc, si on veut comparer deux nombres, par exemple, et montrer que des grandeurs sont égales, on peut utiliser la chose suivante. Imaginez que dans une salle, j'ai un certain nombre d'hommes et de femmes. Alors là, on est en visioconférence, on ne pourra pas le faire. Donc, j'ai invité les Vidochon à le faire pour nous. J'ai un certain nombre de Robert, et puis j'ai un certain nombre de Madame Vidochon, et on va savoir si on a le plus. Alors, comment savoir s'il y a plus d'hommes ou plus de femmes? Il y a une manière assez simple, c'est de dire, je vais prendre un homme, je vais prendre une femme, et puis je les mets ensemble. Alors, je les fais sortir de la pièce ou pas, comme on veut, mais je les mets ensemble. Et puis, je continue comme ça, donc à chaque fois que j'ai un homme, une femme, je les mets ensemble. Je continue, j'en prends un troisième, je continue, je prends un homme, une femme, un quatrième, etc. Et puis, à la fin, ce qui va se passer, quand j'ai fini, il y a plusieurs choses qui sont possibles. Il se peut que, comme dans l'exemple que j'ai gagné, il reste une ou plusieurs femmes toutes seules. Et s'il me reste des femmes, une fois que j'ai épuisé tous mes hommes en les mariant avec des femmes, ça veut dire que j'avais plus de femmes que d'hommes. Et ça, en fait, que dit le tout est plus grand que la partie, c'est que si j'avais une partie des femmes qui sont parties avec les hommes, là, il m'en reste, le tout est plus grand, donc j'ai un plus grand nombre de femmes. Et donc le nombre est plus grand, peu importe. À l'inverse, si j'avais eu exactement autant d'hommes que de femmes, hein, si je les avais mariés, si je les avais couplés de manière parfaite, et bien là, il y aurait autant d'hommes que de femmes. Et s'il m'était resté des hommes, eh bien, c'est qu'il y avait plus d'hommes que de femmes. Donc, c'est comme ça qu'on peut comparer des ensembles. Et ça paraissait naturel. Mais si on fait ça avec les infinis, ça ne marche plus très bien, comme l'a remarqué Galilée. Donc, Galilée, j'utilise le postulat d'Euclide qui dit que le tout est plus grand que la partie. Donc, si je prends les nombres entiers, 1, 2, 3, 4, etc., jusqu'à l'infini, ils sont plus nombreux que les nombres pairs. Les repères, c'est ceux qui sont divisibles par 2, donc c'est 2, 4, 6, 8, etc. Donc il manque tous les nombres. Donc effectivement, j'ai plus de nombres entiers pairs, puisqu'il m'en manque, les impairs. Mais par contre, ce qu'il s'aperçoit, c'est qu'il peut il peut marier les nombres entiers avec les nombres entiers pairs. Il suffit qu'à chaque entier, il associe son double. Donc à 1, il va le marier avec 2, 2, il va le marier avec 4, 3, il va le marier avec 6, 4, il va le marier avec 8, etc. Et en faisant ça, il voit qu'il peut faire partir tous les nombres entiers avec tous les nombres pairs. Si on fait en langage mathématique, ça veut dire donc ce mariage-là parfait, c'est ce qu'on appelle une bijection. Et donc ce que disait le postulat d'Euclide, c'est qu'ils devraient être de même taille. Deux choses qui sont comparables doivent avoir le même nombre. Et donc les nombres entiers seraient aussi nombreux que les nombres pairs. Et donc d'après le premier postulat, les nombres entiers sont plus nombreux que les nombres pairs. Et par le deuxième, les nombres entiers sont aussi nombreux que les nombres pairs. Et du coup, effectivement, c'est un paradoxe. On ne peut pas être plus nombreux et aussi nombreux en même temps. Et donc, la conclusion va amener Galilée, c'est que il ne va pas trop se mouiller, en fait, il ne va pas trop comprendre, mais il va dire, du coup, ce qu'il va comprendre, c'est que les attributs d'égal, supérieur et inférieur n'ont pas lieu d'être dans les infinis, mais seulement dans les quantités finies. Alors, ce n'est pas parce qu'on parle de Galilée, mais il faut voir aussi qu'à l'époque, on est une époque où la société est très dominée par l'Église, en tout cas en Europe, elle est dominée aussi par la religion musulmane dans le monde arabo-musulman, et ce sont avec notamment des religions dominantes qui sont monothéistes et qui identifient en quelque sorte le Dieu à l'infini. Et donc du coup, toucher à tout ce qui était infini, c'était un peu toucher à Dieu et c'était un petit peu difficile. Donc Galilée, il avait déjà des problèmes avec l'Église pour d'autres raisons. Donc peut-être que là, il ne voulait pas non plus trop se mouiller. Mais en tout cas, il dit juste qu'il ne faut pas toucher à l'infini. Et même Leibniz, dont on a vu tout à l'heure qu'il avait fait une formule pour calculer pi, etc., il ne sait pas trop comment s'y prendre avec l'infini. Il dit que l'infini est un tout. Et s'il n'est pas plus grand qu'une de ses parties, c'est qu'il est quelque chose d'absurde. Donc, bien qu'il utilise l'infini, il trouve qu'il y a une absurdité dans l'infini et il ne sait pas vraiment s'en sortir.
Alors, on va avancer un petit peu quand même, et notamment, il y a Bernard Bolzano, un autre mathématicien, qui va partir de la chose suivante. Donc, rappelez-vous le postulat que deux ensembles sont en bijection s'ils sont de même taille, s'ils sont en bijection, hein, s'il y a ce mariage parfait. Et il va se dire, bah, si on prend les ensembles finis, effectivement, on ne peut pas se coupler à quelque chose, à une partie de soi. C'est-à-dire que si j'ai cinq hommes, eh ben, je ne peux pas les coupler parfaitement avec 4 femmes ou avec 3 femmes. Avec strictement moins, je ne peux pas. Par contre, comme on l'a vu avec les ensembles infinis, notamment avec les entiers, ben, on peut marier les entiers avec les entiers pairs. Et donc, il y a une bijection entre un ensemble et une de ses parties. Et donc, ce que va remarquer Bolzano, ce qu'il va dire, mais ça, en fait, c'est la définition de l'infini, en quelque sorte. Et il dit qu'un ensemble est infini si et seulement si il est en bijection avec une de ses parties. Et donc là, on voit déjà ce que ça fait naître, c'est que ça ne nous permet pas forcément de mieux comprendre l'infini, mais ce que ça nous permet de dire, c'est que l'infini, il fonctionne de manière différente des nombres finis. Alors, on voit que c'est différent, mais finalement, la conclusion va être un petit peu, peut-être pas satisfaisante, c'est que du coup, bien qu'il reconnaisse la différence, disons, de comportement ou de nature entre l'infini et le fini, le fait qu'il va se dire, on ne peut pas calculer avec l'infini, parce que ça semble être une contradiction en soi. Peut-être justement parce qu'ils sont de nature différente. Et il faudra attendre encore un petit peu, et il faudra attendre l'arrivée de Cantor pour que tout s'explique, qu'en tout cas on comprenne un petit peu mieux les infinis. Alors l'infini, le nombre de Cantor, il va dire, lui on va pouvoir considérer l'infini comme étant un nombre comme les autres. Alors là, je vais vous dire, quand je vais parler d'infini, là je vais parler de l'infini des nombres entiers. Donc si je prends l'ensemble des nombres entiers, qui est infini, il va dire que ça se comporte comme les autres nombres. Il va définir en fait, c'est la notion d'être plus grand ou d'être plus petit qui va être changée. En fait, il va garder le postulat d'égalité, donc il va dire que si A est aussi grand que B, si et seulement si, il existe une bijection de A en B, de A dans B. Donc si on peut complètement marier les éléments de A avec les éléments de B, on va dire que les deux ensembles sont de même taille. Et par contre, avant, vous savez ce que disait le postulat d'Euclide, on disait, si je peux le marier et qu'il me reste quelque chose, donc si je marie mes hommes avec mes femmes et qu'il me reste des hommes, alors c'est qu'il y avait plus d'hommes, je suis plus grand. C'est-à-dire, c'est pas ça la bonne définition, parce qu'on voit notamment que si on prend les nombres entiers, on peut les marier avec les nombres pairs, et que d'un autre côté, on voyait que les nombres pairs, on pouvait aussi les marier parfaitement. Donc, ils ne pouvaient pas être à la fois plus grands et aussi grands, comme disait Galilée. Et donc, on veut dire la différence de plus grand, c'est qu'il ne faut pas être plus petit. Plus petit, ça veut dire quoi? C'est avoir une injection dedans. Donc, une injection, c'est comme une c'est un mariage. On ne peut pas mettre une injection, donc tous les éléments, premier élément. Non, pardon, excusez-moi. Donc, une injection, c'est un mariage, mais pas parfait. C'est-à-dire que tous les éléments du premier ensemble, ici les éléments orange, on les marie en élément vert, mais il peut rester des éléments verts. Donc, il dit que si on peut enlever un élément, si on a ça, c'est-à-dire que si on peut envoyer tous les éléments orange, les marier avec des verts, on sait que orange ne pourra pas être plus grand que vert. D'accord? Mais ça ne nous dit pas que vert est plus grand que orange. Ça nous dit juste que grand n'est pas plus grand, que orange n'est pas plus grand que vert. Et donc, être plus grand, ça veut dire que c'est impossible de faire ce mariage. D'accord? Et c'est ça qui va très bien marcher. Et du coup, il va dire, on va utiliser l'infini en étant un nombre comme les autres. Et établir justement des règles. Comme on avait des règles, on sait que 1 plus 2 égale 1, 2 plus 2 égale 3, 3 fois 2 égale 6. On va pouvoir faire les mêmes calculs avec les nombres infinis. Alors, prenons un exemple. Donc, c'est l'exemple qui avait été fait par David Hilbert, dont on reviendra, donc qu'il appelle le grand hôtel oméga. Donc, oméga, c'est l'ensemble des nombres entiers. Donc, c'est un ensemble infini. Et donc là, imaginons que j'ai un ensemble infini de taille oméga, de la taille des nombres entiers. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, j'ai une infinité de millions, mais que je peux mettre chacun dans une chambre avec un numéro. Je peux à chacun leur attribuer un numéro, qui est leur numéro de chambre. Donc, celui-ci, il est dans la chambre 1, il est numéroté avec 1, celui-ci avec la chambre 2, etc. J'en ai une infinité. Et puis, imaginons, moi, j'ai cet ensemble de millions, et puis d'un coup, j'ai un autre million qui arrive. Donc, j'en avais
un ensemble de taille oméga, et puis j'en rajoute un, donc j'en ai oméga plus 1. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Et ce qui se passe, c'est que l'avantage de l'hôtel oméga, c'est que je peux quand même décaler tous mes mignons. Dans la chambre 1, je peux lui dire, bah, toi, tu vas dans la chambre qui est immédiatement à droite, tu vas dans la chambre 2. Celui qui est dans la chambre 2 va aller dans la chambre 3, etc. Et puis, du coup, je peux envoyer ce mignon supplémentaire dans la chambre 1 qui a été libérée. Et donc, du coup, j'ai rajouté un sommet, mais par contre, j'ai toujours mon étiquetage, là, tous les mignons, bah, lui, il est dans la chambre 1, lui, dans la chambre 2, etc. Et donc, ça veut dire que cet ensemble-là, il est de taille oméga aussi. Et là où les autres considéraient que c'était un paradoxe, eh bien, un Cantor, il dit, ben, c'est pas grave, c'est juste que j'ai la règle qu'avec les infinis, oméga plus 1, ça donne oméga. Si j'ai une taille infinie et que je rajoute 1, eh bien, j'obtiens toujours l'infini. Bon. Et puis, ben, je peux faire la même chose, c'est si au lieu d'avoir simplement un mignon qui arrive, j'ai un quart de mignon complet qui arrive, avec des sièges avec autant d'entiers, donc avec oméga sièges. Donc, j'ai le siège numéro 1, numéro T2, numéro T3, et ceci jusqu'à l'infini. Eh bien, il dit, c'est pas grave, mes mignons, je peux aussi les faire rentrer dans mon hôtel oméga. Je vais dire simplement à tous mes mignons là qui sont déjà dans l'hôtel de se mettre sur les cases impaires. Donc, celui qui est 1 va rester sur 1, celui qui était sur 2 va aller sur 3, celui qui était sur 3, vous voyez, là, la moyenne, elle est passée sur 5, etc. Et puis maintenant, une fois qu'on a fait ça, eh bien, on peut envoyer tous ceux qui sont ici dans les chambres qui sont paires. Celui qui était sur le siège 1 dans la chambre 2, celui qui était sur le siège 2 dans la chambre 4, etc. Et donc, tous mes nouveaux mignons, ici en violet, je les remets. Et donc, j'avais un ensemble de taille oméga au début, qui était mes mignons jaunes. J'en ai un autre, mes mignons violets, qui était de taille oméga aussi. Et je me retrouve malgré tout avec un ensemble de taille oméga, puisqu'ils tiennent toujours dans mon hôtel. Et bien, ce que dit Cantor, c'est que oméga plus oméga, qui est égal à 2 fois oméga, bien, ça fait oméga. En fait, l'infini, ça reste toujours l'infini, quoi qu'on fasse. Bon. Et il va même encore un peu plus loin, il dit, on pourrait multiplier, c'est-à-dire que si, donc là j'ai toujours mon hôtel oméga, si vous voulez, et puis j'amène une infinité de bus dans mon hôtel oméga. Ok, donc là j'ai le premier bus qui arrive avec une infinité de bus, et puis j'ai une infinité de bus, etc. Donc là, bus 1, etc. Et donc ça, on peut, là vous voyez, les nombres que j'ai mis, c'est 1, 1, donc ça veut dire le premier mignon dans le bus 1, ça c'est le deuxième mignon dans le bus 1, etc. Mais on peut voir ça aussi comme les nombres rationnels. Donc les nombres rationnels, c'est les fractions, c'est ceux qu'on voit au collège. Donc ils s'écrivent avec un numérateur en haut et un dénominateur. Et bien en fait, le nombre des rationnels, ce qu'on peut montrer, c'est qu'en fait, il y en a autant que des nombres entiers, même si on a l'impression qu'il y en a beaucoup plus, puisqu'il y en a infiniment plus. Parce qu'en fait, on peut, là, si je prends tous mes nombres rationnels, hein, qui sont mes infinités de bus, mes mignons dedans, je peux les numéroter en faisant comme ceci quelque chose en zigzag. Donc ça veut dire que le premier mignon, ça sera celui-là, le deuxième, ce sera celui-là, le deuxième nombre, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième, etc. En suivant ce tracé-là, je suis sûr de pouvoir affecter un nombre à tous les rationnels. Et donc, moralité, eh bien là, j'avais pris oméga fois oméga, hein, j'avais oméga bus qui étaient tous de longueur oméga, c'est-à-dire oméga au carré, et ça fait oméga. Et donc, ce que dit Cantor, eh ben, c'est que, voilà, donc il dit une chose, c'est déjà qu'il y a autant de rationnels que de nombres entiers, ce qui pouvait paraître un petit peu paradoxal, et puis il dit qu'en gros, avec l'infini, ben, on a ces règles-là. Alors là, ça peut paraître un petit peu, on se dit, ben voilà, il a trouvé une solution un peu simple, il a changé en prenant cette définition. En fait, dès qu'on a l'infini, dès qu'on fait des calculs, ben, on reste sur l'infini, et du coup, ben, il y a un seul type d'infini, on reste sur ça. Eh bien, en fait, non. Et la véritable révolution va venir quand il va regarder les nombres réels. Donc là, pour l'instant, on regardait ce qu'on appelait oméga, donc c'était les nombres entiers, 1, 2, 3 jusqu'à n. Puis maintenant, les nombres réels, c'est ceux qu'on peut écrire, c'est-à-dire comme pi, par exemple, ou comme 1, avec, on met un nombre avant la virgule, et puis après, on met des décimales, mais une infinité de décimales. Donc comme pi est égal à 3,14925,6, etc. On continue comme ça. Et donc, ce qui va montrer, c'est qu'en fait, si on regarde tous ces nombres qu'on peut écrire avec une infinité de décimales, eh bien, ces nombres-là, il y en a plus que des entiers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut pas numéroter tous les nombres réels avec les entiers. Et donc, pour supposer ça,
et bien il va faire par l'absurde, il va supposer qu'on pourrait tout numéroter et il va arriver à une contradiction. Alors son argument est assez simple, hein, c'est ce qu'on appelle le procédé diagonal. Donc il suppose que tous les réels sont numérotés. Et, du coup, et même on va supposer, il va se restreindre, il va prendre juste les réels qui sont compris entre 0 et 1, c'est-à-dire ceux qui commencent par 0 et qui ensuite ont des chiffres. Donc ça peut être 2, 3, 5, 6, 1, etc. On ne sait pas ce que c'est. Et il dit, imaginons que je les ai tous numérotés. Donc j'ai mon premier réel, hein, mon réel numéroté 1, celui que j'aurais mis dans la première chambre de l'hôtel Oméga, il vaut quelque chose, 0, puis avec des nombres. J'ai le deuxième, R2, c'est 0, puis lui aussi avec des chiffres, etc. Et donc ce qu'il va se dire, il va construire un autre nombre qu'il va appeler D. Pour diagonale, il va le construire de la chose suivante. Il va dire, je commence par 0 et après, pour choisir la première décimale après la virgule, il va dire, là, le premier nombre, il avait un 2, je vais mettre un nombre qui est différent de 2. Donc, par exemple, il va mettre 3. Ensuite, il va dire, pour la deuxième décimale, il va aller voir le deuxième nombre. Il va prendre sa deuxième décimale, ici qui est 8, il va prendre un nombre qui est différent. Il va prendre 9. Ici, j'ai décidé d'ajouter 1 à chaque fois. Puis pareil, il va aller sur le troisième nombre, pour la troisième décimale, il va dire, là, c'était un 1, donc je mets 2, puisque c'est différent. Pour le quatrième décimal, il va avoir le quatrième nombre, il voit que c'est un 3, il va mettre 4, etc. Donc, à chaque fois, il va aller à la ième décimale, il va aller voir le ième nombre, et puis il va prendre un nombre qui est différent. Et ce que dit Cantor, et ce qu'on peut vérifier, c'est que ce nombre-là qu'on obtient, qui est un nombre décimal, hein, qui est un nombre réel, puisqu'on peut l'écrire avec unité de décimale, eh bien, il diffère de tous les nombres réels que j'ai numérotés. Et pourquoi? Parce qu'il diffère du premier, parce que par définition, on a pris la première décimale pour être différente. Il diffère du deuxième sur la deuxième décimale, etc. Donc, ce nombre D, là, c'est un nombre réel qui n'a pas été numéroté puisqu'il est différent de tous les réels. Il diffère du réel I à la ième décimale. Et donc, on a obtenu un nombre réel qui n'était pas numéroté, à qui on n'a pas donné de chambre. Or, pourtant, notre supposition, c'était qu'on avait une chambre pour tous nos réels, c'est-à-dire qu'on les avait tous pu les numéroter. C'est donc une contradiction. Et donc, de cette manière-là, il montre qu'il n'y a pas d'injection des réels dans les antinaturels, et donc, par sa définition, il y a plus de nombres réels que de nombres entiers naturels. Et ce que ça veut dire qu'il y a des infinis qui sont plus grands que les autres. Et il y a même une infinité d'infinis qui sont plus grands que les autres, parce qu'après, on peut refaire l'argument avec les réels, avec les fonctions, etc. Et donc, il y a une infinité d'infinis, de tailles d'infinis différentes. Voilà ce que la révolution va nous proposer Cantor, entre autres. Alors ça, justement, ça nous permet d'expliquer ce qui n'allait pas dans le paradoxe du carré. Parce qu'en fait, dans le paradoxe du carré, je vous rappelle, on avait dit, j'ai mon carré qui est de côté 1, qui est d'R1, et puis il est composé d'une infinité de points. Et je disais que l'aire du carré, d'accord, c'était, je disais, c'est une somme 0 plus 0 plus 0 plus 0 qui vaut 0. Alors en fait, le fait qu'une somme infinie de 0 soit égale à 0, ça c'est vrai si cette somme est dénombrable, c'est-à-dire si on a oméga, c'est-à-dire le nombre des entiers. Donc ça marche si on a une somme infinie, mais avec un infini qui est petit, un petit infini, qui est l'infini des entiers, le dénombrable. Mais on voit bien que là, l'aire du carré, le nombre de carrés de points qu'on a, en fait, c'est plus que le nombre de points dans 0,1, et donc c'est quelque chose qui n'est non dénombrable. C'est un infini qui est beaucoup trop grand, et pour laquelle cette formule-là n'est plus vraie. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on a le paradoxe du carré. Alors tout ça, ça va mener ensuite à la définition de la théorie de la mesure, etc., de l'intégration, donc on ne va pas venir. Mais ça a permis de résoudre ce paradoxe du carré. Alors, ça permet pas que ça permet un petit peu de réfléchir et ça a des résultats intéressants et un petit peu bizarres. Donc si on revient par exemple sur les nombres réels, on a vu qu'il y en avait beaucoup plus que des nombres entiers. Mais même on peut aller plus loin. Imaginez les nombres réels qu'on peut décrire, qu'on peut des phrases ou des expressions par des symboles, mais sans ambiguïté. En nul, fini, mais sans ambiguïté. Donc par exemple, évidemment, le nombre 1, c'est le nombre. Par exemple, pi, on peut le définir sans ambiguïté avec une expression, c'est le rapport entre le périmètre et le diamètre d'un cercle. Donc ça se définit. Le fameux nombre d'or, dont on entend souvent parler, bien on sait que c'est la solution positive de l'équation x au carré égale x plus 1. Donc le nombre d'or, même s'il a une infinité comme pi de décimales, on peut le décrire sans avoir besoin de décrire toutes les décimales. Et puis on peut prendre n'importe quelle fonction bien connue, par exemple comme le sinus,
puis lui dire c'est le sinus de tel nombre, et puis faire ça. Eh bien, ce qui est assez intéressant, en fait, on peut dire, c'est qu'en fait, les descriptions, en fait, c'est une phrase, c'est quelque chose qui est créé avec un nombre de symboles qui est fini. D'accord? On va dire, grosso modo, qui est créé avec les symboles, avec les chiffres, il y a des chiffres, et puis il y a 26 lettres dans notre alphabet, donc il y a un nombre fini de chiffres, et puis c'est des compositions. Et donc ça, on peut mettre en bijection avec l'ensemble des entiers naturels. Et donc, en fait, les descriptions qu'on pourrait fournir, on a un nombre infini, mais c'est seulement l'infini des entiers naturels, l'infini des nombrables. Et comme on vient de voir qu'il y a des réels, l'infini des réels est plus grand que l'infini des dénombrables, et bien ça nous dit qu'il y a des nombres réels qui ne sont pas dénombrables et donc qui ne peuvent pas être décrits. Donc il existe des nombres qui ne peuvent pas être décrits, mais évidemment je serais bien incapable de vous en décrire un, puisque par définition, je ne peux pas les décrire. Donc on fait naître un petit peu ce genre de paradoxe, enfin de choses un peu bizarres qui nous remuent un peu les méninges. Mais donc, il y a énormément de réels, il y en a même tellement qu'on ne peut pas les décrire tous. Voilà. Et même la majorité des nombres réels, on ne peut pas les décrire. Bien, alors, là, une fois que Cantor s'est dit, j'ai deux types d'infinis, j'ai deux infinis, j'ai les nombres entiers, qui est de même taille infinie que les nombres rationnels, puis après, j'ai les nombres réels. La question qui va se poser, donc j'en ai un qui est plus grand que l'autre. La question qui va se poser, c'est est-ce que j'ai un infini qui est au milieu? De la même manière que quand on avait les entiers, on avait un, on avait deux, on se dit est-ce qu'il y en a un au milieu? C'était pas un entier, oui, mais il y avait 3 demi au milieu. Il y avait un et demi au milieu. Donc la question, c'est est-ce qu'il y a des infinis qui seraient plus grands que l'infini des entiers, donc qui ne seraient pas dénombrables, qui n'admettraient pas d'injection dans les entiers, mais qui seraient plus petits que l'infini des nombres réels, c'est-à-dire dans lesquels les réels n'auraient pas d'injection. Et donc ça, c'était un des grands problèmes du siècle dernier. Donc en 1900, quand Hilbert, le fameux mathématicien, a posé ces 23 problèmes qui étaient les plus importants en mathématiques à l'époque, un de ceux-là était de décider s'il y avait un ensemble qui était de cardinal entre celui des entiers et celui des réels. Et en fait, eh bien, la réponse est peut-être un peu surprenante, c'est qu'en fait, on ne peut pas répondre à cette question. Donc, ce qu'a montré Gödel en 1938, c'est que l'hypothèse du continu n'est pas réfutable en théorie des ensembles. Donc, avec les axiomes classiques qui fondent les mathématiques, la théorie des ensembles, eh bien, on ne peut pas montrer que l'hypothèse du continu est fausse. Et de la même manière, enfin pas de la même manière, mais en contrepoint, il y a Paul Cohen qui a montré en 63 que l'hypothèse du continu, elle n'était pas non plus démontrable. Ça veut dire qu'avec les axiomes habituels de la théorie des ensembles, eh bien, on ne peut ni montrer ni réfuter l'hypothèse de continu. Ça veut dire que l'hypothèse du continu, ça doit être un axiome qu'on rajoute ou qu'on ne rajoute pas. Et deux types de mathématiques, alors même si on ne se soit pas très bien tous les jours, ça n'a pas forcément sens. Une mathématique où il y a l'hypothèse du continu, c'est-à-dire une mathématique où il y a des ensembles qui sont plus grands que les entiers et plus petits que les réels, et puis il y en a d'autres où il n'y en a pas. Voilà. Alors là, je vais faire une petite pause un petit peu pour vous laisser respirer, mais ça a déjà été conceptuellement un des grands apports de Cantor, c'est qu'il a réussi à clarifier un petit peu ce qu'était l'infini et les différentes de tailles entre infini, et montrer qu'il y avait différentes tailles, etc. Mais malgré tout, ce n'était pas très très pratique. Et puis, en fait, quand on compte, derrière, il y a une sorte de notion d'ordre. D'accord? Il y a 1, puis 2, puis 3, il y a une section, il y a une notion de successeur. 2 est le successeur de 1, 3 est le successeur de 2, etc. Et il s'est dit, et par contre, ce qu'il faisait avec ces ensembles et ces bijets, les ensembles, il n'y a pas vraiment on peut marier un élément d'un ensemble avec n'importe quel autre. L'ordre n'est pas vraiment. Et il s'est dit qu'il faudrait peut-être mettre un petit peu d'ordre là-dedans. Il a introduit ce qu'on allait appeler les ordinaux. Alors c'est très très fort. Hein. Là, c'est une blague pour les geeks, mais j'avais des geeks qui faisaient des blagues avec Chuck Norris. Il disait qu'il était vraiment très très fort parce qu'il avait compté jusqu'à l'infini 2 fois. Eh bien, en fait, ce que va faire Cantor, c'est bien mieux compter l'infini, infinité de fois. Alors,
ça veut dire représenté par le dessin que vous avez ici en haut. Et donc, les représenté par un trait. Et en fait, on donne l'impression qu'il part de cette perspective, mais pour montrer qu'il y en a une infinie. Et donc là, 1, d'accord. Et le successeur de 1, c'est 2. Et ensuite, c'est 3, 4, etc. Et tous les nombres entiers, on va ici aller jusqu'à l'infini. Il va dire, bah, j'ai fait ça, j'ai tous mes nombres, et j'ai décidé qu'il y a un nombre qui est plus grand entier. Il va aussi l'appeler oméga, il va dire que c'est l'infini. Il va dire, j'ai un nombre ici qui est oméga, plus grand que les nombres entiers. Et lui, il va avoir un successeur, qui va être oméga plus 1. Alors, contrairement à tout à l'heure, où on était avec les cardinaux, où ben, même, c'est la même question, là, c'est pas grave, là, on veut être ordonné. Lui, il est plus grand que lui. Et donc, c'est parce qu'il y a un nombre, c'est son successeur. Et après oméga plus 1, il y a oméga plus 2, oméga plus 3, etc. Une fois l'infinité avec les entiers, on va mettre un autre qui est plus grand que plus tous les entiers, qui va être 2 oméga. Oméga plus oméga. Puis après, il va y avoir 2 oméga plus 1, 2 oméga plus 1, à l'arrivée au bout, on met 3 oméga, etc. 4 oméga, 5 oméga, etc. Une fois qu'on a fait tous les fois oméga avec un entier, eh bien, il y en a un ici qui est oméga fois oméga fait avec tous les entiers. Il y a un entier qui est, enfin, il y a un ordinal entier, mais il y a un ordinal qui est plus grand que tous ceux-là. Et puis lui aussi, il a oméga carré, il y a oméga carré plus 1, oméga carré plus 2, donc oméga carré plus oméga, etc. Ensuite, 2 oméga carré, etc. Arriver à la fin par, une fois qu'on a fait tous les carrés, on va faire oméga fois oméga carré, on va arriver à oméga au cube, etc. et continuer. Oméga au cube, oméga à la puissance 4, oméga à la puissance 1. Et ça sert à quoi? De ranger les nombres comme on peut aller vers de fois et de plus en plus de fois, de manière de plus en plus infinie, on peut aller vers la droite, avoir des suites croissantes. Ce qui est intéressant, c'est que si on fait les ordinaux comme ça, ces nombres-là, qui généralisent les entiers avec l'infini et au-delà, eh bien, c'est qu'ils ont la même propriété que les nombres entiers. Les nombres entiers, on dit qu'on peut compter à l'infini, c'est-à-dire qu'on peut rajouter un successeur, on peut rajouter 1 à l'infini. Par contre, on peut descendre à l'infini. Si on part d'un nombre entier, si je pars de 26, 5, 24, etc., mais au bout d'un moment, il y a 1, et je devrais m'arrêter. Et là, c'est la même chose. C'est-à-dire que si on prend les ordinaux, s'il y en a il y a une infinité où il y a des infinis vers la droite, si je prends un ici, si je décide d'en prendre un qui est plus petit, je ne peux le faire qu'une nombre fini de fois. Je ne pourrais pas le faire un nombre infini. Et ça vient du fait qu'en fait, chaque fois qu'on va vers la gauche, si on est ici, par exemple, si je suis ici, quand je vais à gauche, et bien, dès que j'ai décidé de prendre un qui est avant, en fait, il y a un morceau fini ici sur la gauche, toute la partie qui est infinie, elle est montée en fait. Et donc, quand on prend croissantes d'ordinaux, elles sont finies. Et le fait d'avoir d'ordinaux, on peut l'utiliser pour faire des preuves qu'on ne pourrait pas faire sans. Et j'ai donc un exemple. Et c'était le problème d'Hercule et de l'hydre. Alors peut-être que dans la mythologie grecque, Hercule, il a 12 travaux. Un d'entre eux consiste à aller justement tuer une hydre, l'hydre, qui a la fâcheuse particularité que quand on lui coupe une tête, il y a 2 qui repoussent. Alors c'est pas très bien, on a 2 qui on recoupe et il y en a encore 2 autres qui poussent. J'ai l'impression qu'on va jamais s'en sortir. Alors Hercule, qui pourtant était quelqu'un de très musclé et tout, il va résoudre le problème en brûlant l'hydre. Alors c'est une astuce, il va faire autre chose. On va voir qu'il aurait pu continuer à couper. Alors le problème, la thématique, c'est quoi? Donc on va faire comme ça, donc or, et ça fait un peu comme un pareil ici, donc on va appeler un nœud pareil. Donc soit pour aller vers des têtes, soit pour faire des branches. Autre branche ici, autre tête. Donc vous imaginez la notion. Et à la fin, correspondre aux feuilles, les feuilles d'un arbre en fait de l'hydre de notre. Et, Hercule, il peut
se passe que si on coupe une tête, par exemple, si il décide de couper, il va y en avoir pour pousser. C'est n'importe comment. Laisser l'hydre ce nœud, ça ne repousse pas à ce niveau de repousse au niveau du nœud qui est en. Et l'hydre ici, copie ici du nœud qui est une sorte avec deux têtes, repousser deux branches ici avec deux têtes. Donc là, vous avez chacune des deux branches que je viens d'ajouter là, celle qui est au centre. Et c'est une copie de cette branche ici où il y avait deux têtes. Donc on fait ça. Et donc il peut faire ça, il peut recouper une tête encore après et écrire couper la tête qui est ici. Et donc si on coupe la tête, on va redescendre au niveau de. Ah, on me dit que le son est assuré. Donc je vais essayer de parler un petit peu plus lentement. Voilà, donc je reprends la notion de l'hydre. Donc pour bien comprendre, c'est que quand Hercule coupe une tête, ici il avait coupé cette tête, il va repousser deux branches, mais au niveau du dessus. Donc, il y avait une branche qui est une 2, et là il y a deux fourches comme ceci, deux branches qui font des fourches à deux têtes qui repoussent. Et donc s'il coupe par exemple la tête ici, de cette hydre, eh bien, on va regarder ce qui part du nœud d'en dessous, donc ici c'est le corps, et on a effectivement cette branche-là, il va y en avoir deux qui vont pousser, et donc on va avoir cette branche ici qui correspond, qui est une copie de celle qui est là, et une autre tout à droite. Et alors il y a quand même un cas où, alors on a chaque fois, c'est pas tout à fait vrai, c'est que si jamais il coupe une hydre là qui a une tête qui est à ras du corps, mais comme là c'est à ras du corps et qu'on ne peut pas descendre plus bas, ben cette fois celle-ci elle disparaît, et il n'y a rien qui disparaît. Alors la question qu'on va vous poser, que je vais poser, c'est est-ce que notre ami Hercule, il pourrait couper les têtes dans l'ordre pour arriver à faire que l'hydre n'ait plus de tête à la fin. Alors si vous réfléchissez un petit peu, si pour ceux d'entre vous qui ont fait des maths et qui connaissent un peu le produit lexicographique, vous arriveriez à trouver une procédure et à faire une preuve comme quoi, en coupant d'une certaine manière, en coupant toujours les têtes qui sont les plus hautes, eh bien, Hercule va arriver à tuer l'hydre complètement, à faire disparaître toutes les têtes. Mais en fait, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il n'y a même pas besoin de savoir comment il va faire. Ce qu'on peut montrer, c'est que quel que soit l'ordre dans lequel Hercule va couper les têtes, il va finir par gagner. Alors ça, c'est très bien, parce que notre ami Hercule, on sait qu'il a beaucoup de muscles, et donc il n'a pas besoin de réfléchir, il peut couper dans l'ordre qu'il veut. Et pour montrer ça, eh bien, on va utiliser justement nos ordinaux que j'ai définis tout à l'heure. Et donc, on va associer aux têtes et aux nœuds de l'hydre des ordinaux. Alors, pour ça, on utilise une procédure, un algorithme assez simple. D'abord, toutes les feuilles de notre arbre, enfin, toutes les têtes de notre hydre, vont recevoir 0. D'accord? Et ensuite, on va donner à chaque nœud, on va lui donner un ordinal. Pour un ordinal, on va faire, si ici j'ai alpha 1, alpha 2, etc., je vais faire oméga puissance alpha 1, plus oméga puissance alpha 2, etc. Donc ici, j'ai 3 têtes avec ordinal 0, donc je dois faire oméga puissance 0, plus oméga puissance 0, plus oméga puissance 0. Alors, par définition, oméga puissance 0, c'est 1, et donc ça nous donne 1 plus 1 plus 1, qui nous fait 3. Maintenant, quand je suis à ce nœud qui est là, eh bien là, vous voyez, mon ordinal, j'en ai un qui vaut 3 ici, et là, j'en ai un qui vaut 0, donc je dois avoir oméga puissance 3 plus oméga puissance 0. Et ça nous fait oméga puissance 3 plus 1, puisque oméga puissance 0, ça fait 1. Et maintenant, quand j'arrive ici à cet autre nœud ici, qui est le corps, puis à la fin, on arrive à oméga, ici j'ai oméga puissance 3 plus 1, ici j'ai 0, donc je dois avoir oméga puissance 3 plus 1, plus oméga puissance 0, ce qui nous fait donc oméga puissance 3 plus 1, plus 1. Donc là, c'est une manière d'associer les ordinaux à l'hydre. Et ce qui est intéressant, c'est que maintenant, si je coupe par exemple, si je coupe celle qui est en haut, vous voyez là, je change. Sur cette tête-là, je vais changer l'ordinal, parce qu'avant, j'avais 3 têtes, donc j'avais 3, maintenant j'en ai plus que 2, donc j'ai 2. Mais par contre, ici, j'en ai beaucoup plus des branches qui partent. Donc ici, je vais avoir 2, 2 et 2, et puis toujours là, ici avec 0. Mais quand je fais le calcul ici,
avec sa associée, je vais avoir oméga au carré, plus oméga au carré, plus oméga au carré, plus oméga puissance 0 qui vaut 1. Ça me fait 3 fois oméga au carré plus 1. Et là, la magie de ça, c'est qu'on peut voir que 3 oméga au carré plus 1, c'est inférieur à oméga au cube plus 1. Donc, on a un orbitale qui est plus petit dans l'ordre. Et donc, ça va se répertorier encore en dessous, c'est-à-dire qu'ici, on avait oméga fois oméga au plus 1, plus 1. Et là, on obtient oméga puissance 3 oméga carré plus 1, qui est plus petit que celui-là. Alors, il ne faut pas se rappeler forcément comment ça fonctionne, etc. Mais ce qu'il faut voir, c'est que cette affectation d'ordinaux, à chaque fois qu'on coupe une tête, eh bien, l'ordinal qui est associé à notre hydre, il diminue. D'accord? Et donc, quelle que soit la stratégie qu'utilise Hercule, eh bien, si on regarde la suite des ordinaux successifs de l'hydre, ben, c'est une suite décroissante. Que la propriété dite tout à l'heure qu'on a défini les ordinaux, c'est qu'une suite décroissante est forcément finie. Et donc, ça veut dire qu'au bout d'un temps, ça va terminer. Et donc, notre ami Hercule aura fini avec l'hydre. Donc, les ordinaux nous permettent de montrer que quel que soit l'ordre dans lequel Hercule coupe les têtes, il finit par gagner. Et ce qui est important, vous avez dit, bah, d'accord, vous l'avez fait avec les ordinaux, mais peut-être qu'on peut le faire autrement. Eh bien, en fait, non. Ce qu'ont montré deux mathématiciens, donc Kirby et Paris, en 82, c'est que pour montrer le théorème ici, c'est-à-dire que Hercule finit toujours par gagner, il faut supposer les ordinaux. C'est-à-dire il faut utiliser un axiome qui dit, après les nombres entiers, je rajoute un nombre qui est plus grand que tous les nombres entiers. Utilise oméga, le premier ordinal, c'est-à-dire il faut utiliser les ordinaux. Et donc ça, c'est une preuve de plus, d'accord, qu'on imagine des infinis, mais en fait, pour montrer des choses, on a besoin d'utiliser des nombres infinis, et voire même des nombres infinis ordinaux, donc c'est-à-dire bien rangés comme il faut. Voilà, j'espère que ça a été clair pour vous et que vous aurez choisi votre camp et que vous ne serez peut-être pas comme le poète Robert Desnos qui pense que le paradis n'est pas promis à ceux qui se rendent compte de l'existence de l'infini, mais que vous serez plutôt comme David Hilbert et que vous aurez l'impression d'être arrivé dans un paradis que Cantor a créé pour nous et dont on ne pourra plus nous chasser. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Bien, donc si vous avez des questions, vous pouvez, pour ceux qui ont un micro, ouvrir le micro et parler, ou alors poser des questions dans le chat, dans la discussion publique. Je vous lis. Voilà. Moi, Bob, j'avais une question naïve. Oui, vas-y. Tu montres en fin de compte qu'avec l'évolution des connaissances, on arrive à résoudre certains problèmes qui n'avaient pas pu être résolus à une certaine époque. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, on se retrouve confronté à une grande quantité de paradoxes et on aura peut-être la chance de solutionner ces paradoxes d'ici quelques années? Est-ce qu'on a aujourd'hui autant de questions en mathématiques que dans le passé? Alors, on a même beaucoup plus de questions que dans le passé. Justement, alors tout à l'heure, j'en ai un petit peu parlé, c'est-à-dire que quand j'étais avec Hilbert, là, avec les 23 problèmes de Hilbert, à l'époque, au début du XXe siècle, il y a eu toute cette théorie, justement, qui était de dire, donc théorie axiomatique des mathématiques, on va prendre un certain nombre d'axiomes, et puis ces choses de base, hein, donc que ce soit pour à la fois en arithmétique ou en géométrie, donc par exemple en comment dire? Oui, donc avec un lien aux axiomes, et de ces axiomes, tout pourrait se déduire. Et donc, ce qui sont arrivés, c'est le résultat de Gödel, et c'est de là que découlent les résultats de Gödel et Cohen, c'est que, quels que soient les axiomes qu'on mette, il y a des choses qu'on ne peut pas montrer, qui ne sont ni montrées ni réfutables. Et donc, ce que montre Gödel, c'est qu'il y a même et ça, quels que soient les axiomes qu'on va prendre. Mais par contre, donc, toute la question est de savoir quels sont les axiomes qu'on rajoute. Donc la question, par exemple, de l'hypothèse du continu, on peut décider de la prendre ou pas. On va avoir des mathématiques qui vont être un petit peu différentes. De la même manière, un petit peu, qu'en géométrie, ce qu'on apprend à l'école, hein, on apprend la géométrie euclidienne, donc on obtient, il y a un axiome, un des axiomes d'Euclide qui est que deux droites parallèles ne se coupent jamais et qu'il existe des droites parallèles. Par contre, il y a des tas de géométries, des géométries hyperboliques, des géométries projectives, dans lesquelles on dit que deux droites se coupent toujours.
Et donc, ça fait 10 différentes géométries. D'accord? Et donc, donc, du coup, oui, donc il y a plein de questions de mathématiques et il y a aussi des questions de savoir quels sont les axiomes qu'on peut mettre. Même si ce qui est tombé, c'est que justement, il n'y aura jamais de système parfait qui permet de tout démontrer. Voilà, alors, je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question ou pas, mais en tout cas, oui, il y a énormément de… Oui, pardon, allez-y. Oui, oui, non, j'avais une autre question là. En tout cas, Oui, merci Frédéric pour cet excellent exposé sur l'infini en mathématiques oui, essentiellement. oui, Sauf qu'au tout début, tu as évoqué quand même l'infini en physique et oui. j'ai eu l'impression en éludant la question en disant que l'univers était fini, il n'était pas infini. Alors, Euh, c'est une des Qu'est-ce qu'il y a théories. qu'est-ce qu'il y a au bout du fini? Ouais. Qu'est-ce qu'il y a au bout du fini? Ah oui, tu as dit Euh, que ton titre c'était l'infini et au-delà. Donc qu'est-ce qu'il y a au bout? Au-delà, eh ben, au-delà, on ne sait pas et on sait que ça ne sera jamais observable. Donc ça, c'est un véritable problème, oui, que se posent les physiciens. Alors les physiciens, il y a deux questions. Il y a la question, bon, l'espace et le temps, même si c'est un peu lié maintenant avec la relativité, mais il y a la question, là, il se pose comment ça va se finir quand même. Donc si on regarde dans le temps, on ne sait pas si s'il y a une expansion qui va continuer indéfiniment ou s'il va y avoir un big crunch, l'inverse d'un big bang. Ça, on ne sait pas. Mais en tout cas, ce qu'on sait, ce que dit la théorie actuelle, il y a des choses, il y a peut-être des choses, il y a peut-être l'univers est peut-être pas, mais en tout cas, l'univers observable par l'homme, il est fini. Ce qui ne veut pas dire qu'il est fini complètement. Seulement, nous, on ne pourra jamais en observer plus, quoi. Donc voilà. Et là, le au-delà venait du fait qu'en fait, si on regarde en mathématiques, si on a l'infini des nombres entiers, eh ben, on peut aller au-delà, c'est-à-dire qu'il y a l'infini des nombres réels qui est plus grand. On peut aller même encore au-delà, il y a l'infini des fonctions à valeur réelle qui est encore plus grand, etc. Donc il y a une infinité d'infinis. Donc on peut aller fini à l'infini et ainsi de suite. Voilà. Alors je vois une question. Oui, non, vous voulez Non, rebondir? non, merci, merci pour cette réponse. Alors après, je vois une question. Comment prouver que quelque chose ne peut pas être prouvé? Euh, Alors ça, je ne saurais pas répondre de manière très très précise. Mais alors en fait, ouais, je saurais. Déjà, c'est pas très clair dans mon esprit, mais en tout cas, il y a toute une théorie qui a été développée, hein, qui fonctionne bien. Donc ça, c'est les logiciens. C'est quelque chose qui fait mal à la tête, tellement mal à la tête que la majorité des logiciens deviennent fous. C'est le cas de Gödel et de Cantor, par exemple. Alors, il y a des procédés qui sont un peu proches. Alors, je réponds à Dorian, je sais qu'il est informatique, qui sont un petit peu la même chose. Donc, des procédés un peu comme les procédés diagonaux qu'a utilisé Cantor, ou qui sont un petit peu dans la même veine que, de même manière qu'en informatique, on peut montrer que l'arrêt de la machine de Turing ne marche pas. C'est-à-dire que si jamais on pouvait tout démontrer, en fait, c'est ça. Alors, on fait un énoncé qui est en gros, qui est l'énoncé qui en gros dit, mais alors on peut démontrer, et en fait, ça se mord la queue et on arrive à un paradoxe. Un petit peu le paradoxe du barbier, un peu dans une chose comme ça. Donc, c'est des choses qui sont un peu inspirées par ça, d'accord? C'est-à-dire que s'il y avait quelque chose qui pouvait être démontré, alors, si on pouvait tout démontrer, alors typiquement le théorème qui dit il y a des choses qu'on ne peut pas démontrer qui ne pourraient pas être démontrées. C'est des choses un petit peu de cet ordre-là. Voilà. Mais c'est vraiment très très grossier ce que je dis et pas très précis. Donc, mais c'est les mêmes idées qu'il y a derrière, mais en beaucoup plus technique. Oui, y a-t-il d'autres questions, que ce soit par micro ou en écrivant dans le chat? Alors Dorian me met la preuve de Grégory Chintin, mais je sais pas ce que c'est. Oui, peut-être. Euh, voilà. Ah oui, donc il donne. Ok, donc
Dordian donc, nous donne un lien vers la preuve de l'arrêt de la machine de Turing qui est assez simple, mais je crois que c'est le même esprit, mais que c'est plus compliqué pour montrer qu'il y a des théorèmes qui sont pas démontrables. Il y a, en gros, Gödel, il fait des schémas pour envoyer les théorèmes sur les nombres. Il montre qu'il peut tout avoir, un petit peu comme on utilisait les descriptions tout à l'heure pour montrer qu'il y avait des réels qui n'étaient pas descriptibles, mais il fait ça de manière très très précise et très très formalisée. Et ensuite, il arrive à avoir une contradiction. Mais je ne connais pas la preuve. Elle est technique et compliquée. Voilà. Par contre, la preuve effectivement de l'arrêt de la machine de Turing est une preuve relativement simple. Mais il faut savoir ce que c'est qu'une machine de Turing. Peut-être un futur exposé, mais une future conférence. Voilà, y a-t-il d'autres questions ou d'autres remarques? Ou peut-être êtes-vous en train de compter une infinité de fois vers l'infini? Bon, mais s'il n'y en a pas, je pense que ça va être l'heure de vous libérer. Donc, je vais vous souhaiter à tous un bon week-end. Merci à tous d'être venus. Je vous rappelle que donc, les conférences, là, on va continuer en visioconférence pour ESOP. Donc, ça va toujours être le dernier vendredi de chaque mois à 19 h. Ça sera toujours la même adresse. Donc, l'adresse, le lien sur lequel vous avez cliqué aujourd'hui, ça sera le même dans un mois. Donc, même s'il y aura des annonces, vous pouvez enregistrer ce lien et il marchera à chaque fois. Alors, on n'a pas encore le titre de la prochaine conférence, mais il y en aura une dans un mois. Donc, on compte sur vous pour revenir et nous écouter. Et les documents sont consultables sur le site? Alors, sur le site, il y a les documents. Et donc là, justement, c'était enregistré. Et du coup, on va, ce que j'espère, je vais arrêter l'enregistrement là.